Alors que les vents du changement soufflaient à travers l'Europe, en juin 1940, l'Allemagne nazie avait envahi presque tous les pays au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ses frontières, terrorisant les civils, anéantissant les villes et repoussant les troupes alliées qui tentaient de stopper leur avancée. Il semblait que peu de choses se dressaient sur le chemin des nazis et de leur domination totale du continent, et lorsque Adolf Hitler marcha victorieusement dans Paris le 14 juin, le monde ne pouvait rien faire d'autre que de regarder avec un désarroi total. Mais alors que les forces nazies inondèrent la France et que les commandants de Hitler commençaient à savourer les fruits de leur succès, il y avait une nation qui refusait de capituler face à la domination allemande. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne n'était tout simplement pas prête à envisager la paix avec l'Allemagne nazie. Et lorsque les avions du Troisième Reich commencèrent à se diriger vers l'espace aérien britannique, Adolf Hitler allait découvrir qu'il faisait face à une population entière déterminée à défendre ses plages, ses villes, quel qu'en soit le coût. Alors que le Premier ministre britannique, Winston Churchill, exhortait le public à se battre jusqu'à la fin amère, la bataille d'Angleterre commença et la suprématie militaire de Hitler fit face à son plus grand défi à ce jour. L'histoire de cette bataille historique et des âmes courageuses qui se sont battues pour défendre leur île, la protégeant d'un régime qui menaçait la liberté et la démocratie en Europe, marqua un tournant dans une guerre qui jusqu'à présent semblait impossible pour les Alliés à gagner. Et alors que l'esprit de Dunkerque restait fort, c'était l'extraordinaire bravoure de ceux qui ont lutté pendant les jours sombres où la Grande-Bretagne se tenait seule, qui sauverait finalement non seulement le Royaume-Uni mais aussi leurs alliés de la force écrasante du Troisième Reich de Hitler. De la terreur du Blitz aux batailles extraordinaires menées dans les airs, sans oublier bien sûr les événements qui se déroulaient plus loin en Extrême-Orient et dans les déserts d'Afrique du Nord, ce chapitre retracera les premières preuves réelles du monde luttant contre Adolf Hitler et son axe du mal. En 1938, le public britannique avait regardé le roi George VI déposer une couronne sur le cénotaphe en mémoire des milliers de vies qui avaient été perdues lors de la Première Grande Guerre. À ce stade, peu de gens réalisaient à quel point la nation était maintenant proche d'affronter un conflit amer et que la paix que le monde avait chérie pendant près de 2 décennies était sur le point d'être brisée. Cependant, des décombres et des ruines de la Première Guerre mondiale, de nouvelles forces dangereuses commençaient à émerger. Le dictateur italien Mussolini était impatient de créer un nouvel empire romain et Adolf Hitler ralliait le peuple allemand pour soutenir ses demandes de plus de territoire et son rêve d'un monde dirigé par une race maîtresse aryenne. Lorsque les nazis ont envahi la Tchécoslovaquie en mars 1939, les anciens alliés, la France et la Grande-Bretagne, se sont retrouvés à s'accrocher précairement au confort de la tradition. Le président français, Albert Lebrun, a effectué une visite d'État en Grande-Bretagne, rassurant le public que les empires établis étaient plus qu'à la hauteur des nouveaux dictateurs, mais il est vite devenu évident que de belles paroles et des promesses imprudentes ne suffiraient jamais à résister à la terrible tempête qui se préparait sur le continent. Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler a saisi sa chance et a envahi la Pologne, et 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne, suivie rapidement par la France, a déclaré la guerre à l'Allemagne.
Alors que l'horreur totale de l'occupation nazie jetait son ombre sur la Pologne, sur le sol britannique, des sacs de sable étaient remis en place et les enfants étaient évacués des grandes villes. Mais même alors que les sous-marins nazis rôdaient en haute mer, attaquant à volonté, provoquant une pénurie de nourriture, le Premier ministre britannique de l'époque, Neville Chamberlain, espérait toujours trouver une solution pacifique. Cependant, au printemps 1940, il était clair qu'Adolf Hitler n'avait aucune intention de reculer et le 7 avril, le Danemark et la Norvège ont été envahis alors que les nazis sécurisaient des matières premières précieuses pour le Troisième Reich et la guerre de dupes qui avait défini l'automne et l'hiver de 1939 était bel et bien terminée. De plus, les Stormtroopers de Hitler ne se sont pas arrêtés en Scandinavie, car le 2 mai, les Pays-Bas ont été attaqués, la France étant la prochaine cible des nazis. Alors que la force expéditionnaire britannique, la BEF, ainsi que les armées de Belgique et de France se précipitaient pour défendre leurs frontières. En Grande-Bretagne, le public estimait que la politique d'apaisement hésitante et timide de Chamberlain les avait très mal laissés tomber. Alors que les nations tombaient, comme des dominos à travers l'Europe, il était évident que la paix n'était pas un mot qui avait sa place dans le vocabulaire de Hitler, et la seule option était de cesser de prendre une ligne défensive et de passer à l'attaque. Chamberlain n'avait d'autre choix que de s'écarter alors qu'un nouveau leader prenait la parole à la Chambre des communes, à la tête d'un gouvernement de coalition de guerre, prêt à changer le cours de l'histoire. Ce n'était autre que Winston Churchill, un homme d'État qui n'avait pas été étranger au conflit toute sa vie. Il était également un descendant de l'un des plus grands commandants militaires que la Grande-Bretagne ait jamais connu, Lord John Churchill, qui avait écrasé les forces du roi de France, Louis XIV, à la bataille de Blenheim en 1704. Winston Churchill, enfant, avait été fasciné par les stratégies de guerre et les manœuvres de bataille et avait fièrement défendu le titre de champion d'escrime de son école. Après avoir fréquenté l'Académie militaire royale de Sandhurst, Churchill a obtenu son diplôme 8e sur 150 cadets et a été nommé sous-lieutenant dans le 4e Queenston Hussars en 1995. De la guerre des Boers en Afrique du Sud aux batailles à Cuba et en Inde, Churchill a voyagé loin et large, parfois en combattant et parfois en écrivant des reportages et parfois en faisant les deux simultanément. Il était clair que le jeune homme semblait être le plus à l'aise lorsqu'il était au cœur de l'action, et même lorsqu'il est devenu politicien à l'aube du XXe siècle. Des escarmouches avec les suffragettes en 1910, aux batailles de gangsters dans l'East End, il semblait que partout où il y avait une bataille à mener, Churchill n'était jamais loin. Néanmoins, alors que la Première Guerre mondiale se profilait à l'horizon, les actions de Churchill étaient souvent controversées et pas toujours couronnées de succès. Lorsqu'il fut nommé Premier Lord de l'Amirauté en novembre 1914, sa stratégie consistant à sécuriser une route maritime vers la Russie en capturant Constantinople s'avéra dès le départ problématique. La campagne fut un désastre total et des milliers de soldats, dont beaucoup étaient des volontaires néo-zélandais et australiens, furent massacrés à Gallipoli au début de l'attaque. Toujours impopulaire dans les cercles politiques en raison de son franc-parler, Churchill est devenu le bouc émissaire du désastre, même si d'autres avaient une responsabilité égale. Le Premier Lord de l'Amirauté fut démis de ses fonctions en disgrâce et Churchill se retrouvera dans le désert politique pendant les 2 décennies suivantes, avant que le destin ne lui accorde finalement une autre occasion de faire ses preuves auprès du public britannique.
Lorsque la bataille de France commença en mai 1940, Winston Churchill, en tant que nouveau Premier ministre britannique, eut l'occasion de regagner la crédibilité qu'il avait perdue à cause des événements de Gallipoli, et c'était une opportunité qu'il était déterminé à exploiter pleinement. Le 2 mai, alors que Winston acceptait le rôle de Premier ministre, il déclara à la nation qu'il n'avait rien à offrir que son sang, son labeur, ses larmes et sa sueur. Et que l'intention du nouveau gouvernement était de faire la guerre par voie terrestre, mer et air, combattre de toutes nos forces et de toute la force que Dieu nous a donnée. Sa rhétorique habile a préparé le peuple britannique à la bataille qui l'attendait, et lorsque les forces alliées se sont retrouvées piégées par centaines de milliers sur les plages de Dunkerque, quelques semaines plus tard, le Premier ministre Churchill a tenu parole. Alors que les troupes hitlériennes encerclèrent les Alliés, ne leur laissant aucune issue, l'un des événements les plus miraculeux de la guerre se produisit, avec le personnel militaire et civil jouant tous son rôle. Sous le nez même d'Hitler et de ses généraux, 300 000 soldats alliés ont été évacués des plages du nord de la France par une flottille de navires, de bateaux de pêche et de yachts, ainsi que toutes sortes d'autres embarcations en état de naviguer, et sont rentrés sains et saufs en Grande-Bretagne, prêts à regagner la Grande-Bretagne, se battre un autre jour. Cela prouvait que les nazis n'étaient pas infaillibles. Mais tandis que la Grande-Bretagne célébrait et accueillait ses troupes chez elle, Churchill n'a pas tardé à avertir la nation qu'avec la perte d'une artillerie et d'armes précieuses et leurs alliés français laissés seuls face à l'ennemi, c'était loin d'être un problème. La victoire. Lors de la chute de la France, en juin 1940, Churchill lança à la nation un avertissement sévère qui méritait d'être répété ici. Ce que le général Weygand appelait la bataille de France est terminé. Je pense que la bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. C'étaient en effet des paroles sages. La Grande-Bretagne était sur le point de subir les attaques les plus féroces. Mais comparé à la situation à laquelle étaient de confronter les pays qui avaient déjà été vaincus par la soudaine tactique de guerre éclair d'Hitler, au moins la Grande-Bretagne se préparait à la guerre depuis près d'1 an. Des ballons de barrage ont été déployés, les usines ont augmenté leur production et, à mesure que de plus en plus d'hommes affluaient dans l'armée, les femmes se sont avancées pour prendre leur place sur les chaînes de production ainsi que dans les fermes du pays. Pendant ce temps, les volontaires du Commonwealth et ceux fuyant les pays désormais occupés par le Troisième Reich commençaient à affluer en Grande-Bretagne, prêts à rejoindre la cause alliée. Alors que toutes les mesures étaient prises pour la défense de la nation, la sécurité était d'une importance primordiale et Churchill, craignant la présence d'espions parmi les étrangers vivant sur le sol britannique, exigea que tous les Allemands, Autrichiens et Italiens soient internés sans procès. Il a demandé qu'au Lot et, à l'été 1940, des milliers d'étrangers avaient été envoyés sur l'île de Man pour vivre dans des chambres d'hôtes et des hôtels qui avaient été encerclés dans des camps. C'était une décision que beaucoup ont critiquée. Et la grande majorité des personnes internées étaient totalement innocentes, mais avec une bataille acharnée à venir, Churchill ne pouvait se permettre de prendre aucun risque. C'était la première des nombreuses mesures controversées qu'il prendrait au cours de la guerre. Et, au début de juillet 1940, une autre décision difficile devait être prise. La majorité de la France étant sous le contrôle du régime fantoche de l'Allemagne, le gouvernement de Vichy, il existait un risque réel que Hitler utilise la flotte française, la 4e plus grande force navale du monde, contre les Britanniques. Le commandant de la marine française, l'amiral Darlan, avait personnellement garanti à Churchill que cela n'arriverait pas, mais le Premier ministre britannique était parfaitement conscient que Darlan n'avait peut-être pas le choix et qu'une menace aussi dangereuse ne pouvait pas être évitée. Négligé.
Méfiant face à la prochaine décision d'Hitler, quelques jours seulement avant le début de la bataille d'Angleterre, Churchill prouva qu'il était déterminé à vaincre le Führer allemand, quel qu'en soit le prix. Nom de code, Opération Catapulte, une flotte de navires de guerre britanniques de Gibraltar a navigué vers l'endroit où était basée la plus grande concentration de la puissance navale française, à Mers el-Kébir, en Algérie française. Leur tâche était de prendre le contrôle de la flotte française et, bien que des tentatives aient été faites pour utiliser la diplomatie pour sécuriser les navires, l'amiral commandant en Algérie a refusé de céder le contrôle aux Britanniques. Sur les instructions de Churchill, la flotte britannique ouvre le feu et 1297 marins français sont tués et plus de 350 sont blessés. Les mesures désespérées prises par le Premier ministre britannique ont déclenché un vaste débat à la Chambre des communes et, sans surprise, ont également détérioré les relations entre les Britanniques et les Français pendant un certain temps. Néanmoins, ce que certains considéraient comme de la cruauté de la part de Churchill a servi d'avertissement sévère à Hitler, lui indiquant qu'il ferait mieux de ne pas sous-estimer les Britanniques. Cela démontrait que la Grande-Bretagne était prête à poursuivre seule la lutte contre la tyrannie nazie si nécessaire, et Churchill déclara plus tard que pour les hauts cercles gouvernementaux aux États-Unis, il n'était plus question de céder la Grande-Bretagne. Il est intéressant de noter que pendant tout cela, Hitler était convaincu qu'après l'évacuation des troupes à Dunkerque, la guerre était pratiquement terminée et que les Britanniques, vaincus sur le continent et sans alliés européens, accepteraient de bientôt une capitulation pacifique. Bien que certains membres du gouvernement de Churchill, notamment le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, aient été disposés à négocier avec Hitler, le défi de Churchill en Algérie était le signe que la Grande-Bretagne ne se rendrait jamais sans un combat acharné. Alors, les gants étaient enlevés. Hitler ne doutait plus du tout que les Britanniques devraient être conquis par la force si la domination nazie de l'Europe occidentale devait être totale, et avec Churchill obstinément tenant bon, de retour au quartier général nazi, toute l'attention était maintenant concentrée sur l'élaboration d'un plan d'attaque. Alors que Hitler et ses généraux complotaient, il espérait qu'il ne faudrait pas plus d'un mois pour mettre la Grande-Bretagne au pas, mais ses commandants étaient les très méfiants des problèmes à venir. Envahir une île était une proposition très différente de celle de déferler à travers une frontière avec des chars. Au cours de la campagne norvégienne d'avril 1940, les forces navales allemandes avaient de failli être détruites et elles avaient peu de chances de rivaliser avec la puissante Royal Navy si une invasion était lancée. Le grand amiral Erich Raeder a informé son Führer qu'envahir la Grande-Bretagne ne pourrait être envisagé qu'en dernier recours et seulement alors si la Luftwaffe avait neutralisé la RAF pour donner à l'Allemagne la suprématie dans les airs. Ainsi, la décision a été prise de diriger tous les efforts vers la destruction de la Royal Air Force dans la première phase de l'opération Sea Lion, le nom de code de l'invasion de la Grande-Bretagne. Ensuite, lorsque la RAF aurait été détruite, une massive attaque aérienne et maritime le long de la côte sud pourrait avoir lieu, suivie d'une invasion à grande échelle. « 100 000 soldats, accompagnés de la force de terreur de Heinrich Himmler, les SS, déferleraient sur la Grande-Bretagne avec l'ordre de détruire toute opposition. La responsabilité qui incombait maintenant à la RAF était immense. Et malgré le fait qu'elle soit la plus ancienne force aérienne indépendante du monde, fondée en 1918, la politique d'apaisement qui avait prévalu pendant les années 30 avait fait qu'elle était loin d'être aussi préparée pour la guerre que la Luftwaffe allemande. L'accent avait été mis sur la construction de bombardiers plutôt que de chasseurs pour défendre le pays, et ce n'est qu'en 1938 que le Fighter Command a été donné la priorité.
Le maréchal en chef de l'Air Dowding, à la tête du Fighter Command britannique depuis sa création en 1936, avait très peu de temps pour se préparer à la bataille qui l'attendait. La principale faiblesse de la RAF était un manque de pilotes expérimentés, surtout après la bataille de France et les pertes subies lors de l'évacuation de Dunkerque. Des fermiers, des enseignants, des médecins, des employés de banque et des vendeurs, aux côtés de centaines d'autres jeunes hommes aux emplois ordinaires, avec peu de formation et pratiquement aucune expérience de combat, étaient maintenant appelés à affronter les pilotes de la Luftwaffe rigoureusement formés. Néanmoins, ils étaient dirigés par des commandants expérimentés qui savaient certainement ce qui était nécessaire. Le héros de la Première Guerre mondiale, le vice-maréchal de l'air Keith Park de Nouvelle-Zélande, était responsable de la défense du sud-est de l'Angleterre et des approches critiques de Londres. Le groupe numéro 11 de Park supporterait le plus gros des attaques, tandis que le vice-maréchal de l'air Trafford, Leigh Mallory, commandait le groupe numéro 12, couvrant les Midlands et l'East Anglia, jouant un rôle tout aussi vital. La principale attaque allemande est venue de 2 flottes aériennes de la Luftwaffe, commandées par les maréchaux de camp Albert Kesselring et Hugo Sperle. Cependant, bien que la Luftwaffe ait eu beaucoup plus d'avions et de pilotes expérimentés que leurs homologues britanniques, l'issue était loin d'être une conclusion préétablie. Pour commencer, les flottes aériennes allemandes n'avaient pas été conçues pour combattre de leur propre chef, mais pour soutenir l'armée lors des opérations terrestres. La tactique avait été utilisée brillamment lors de la conquête de l'Europe occidentale avec les célèbres attaques éclairs ou Blitzkrieg. Mais être donné la responsabilité totale d'une bataille était une énorme entreprise pour la Luftwaffe. La bataille d'Angleterre a été la première campagne à être menée uniquement dans les airs et toutes les règles d'engagement précédentes ne s'appliquaient plus. De même, les Allemands étaient également confrontés au désavantage majeur de mener une bataille loin de leur base d'origine, leur laissant peu de temps à passer dans les cieux au-dessus de la Grande-Bretagne avec le ravitaillement en carburant. Toujours un problème majeur. Pendant une bataille aérienne, si un avion allemand était touché, le pilote, s'il n'était pas tué, était immédiatement capturé. Tandis que les pilotes britanniques ne pouvaient sauter en parachute sur leur territoire et se battre pour voler un autre jour. Pour les nazis, ce qui sur le papier semblait être simple était tout sauf cela, car la Luftwaffe a rapidement réalisé ce à quoi elle était confrontée. Il y avait eu des raids aériens allemands sur la Grande-Bretagne depuis 1939, mais rien à cette échelle. Les bombardiers de la Luftwaffe avaient été abattus au-dessus du Firth of Forth et de Scapa Flow à la mi-novembre 1939 et lors d'autres attaques au Nouvel An. Mais alors que Churchill et la nation regardaient et attendaient le prochain mouvement d'Hitler, le 10 juillet 1940, la bataille d'Angleterre a commencé en earnest. Vague après vague de bombardiers nazis escortés par des chasseurs se dirigeaient vers les navires et les ports du sud de l'Angleterre. Malgré leur nette infériorité numérique, 5 escadrons de Hurricanes et de Spitfire se sont levés des pistes et ont pris les airs pour défier les avions modernes et de pointe de l'Allemagne.
Avec un courage et une bravoure inégalés, les pilotes ont tout donné pour le roi et le pays dans une bataille épique du David de Churchill contre le Goliath d'Hitler. Incroyablement, les Allemands ont perdu 2 fois plus d'avions que les Britanniques et contrairement à la croyance d'Hitler qu'il ne faudrait pas plus de 4 jours pour vaincre la RAF, la Luftwaffe a rapidement découvert qu'elle avait une grande bataille sur les bras. Non seulement ils étaient confrontés à la bravoure et à la détermination des pilotes ennemis, mais les Britanniques disposaient également d'une technologie révolutionnaire top secrète qui contribuerait de manière significative à l'issue de la bataille. Ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de radar, a donné aux contrôleurs britanniques un avertissement précoce des raids de la Luftwaffe alors que les grandes tours balayaient le ciel le long de la côte anglaise et en mer. Et plus à l'intérieur des terres, le British Observer Corps continuait à employer des méthodes plus traditionnelles, scrutant le ciel jour et nuit, prêt à téléphoner au commandement de contrôle dès qu'un avion ennemi était en vue. Le corps des observateurs et le radar ont fourni une partie inestimable de la défense de la Grande-Bretagne, car les contrôleurs qui surveillaient les tables 24 heures sur 24/24 envoyaient des avertissements aux bases de chasseurs les plus proches dès que les avions ennemis étaient en vue, afin qu'ils soient à leur tour prêts à entrer en action. Bientôt, la Luftwaffe a commencé à se demander pourquoi les Spitfire et les Hurricanes les attendaient si toujours. Mais ils ont néanmoins continué à sous-estimer la valeur des tours radar. Ironiquement, en 1939, juste avant le déclenchement de la guerre, les Allemands avaient envoyé le dirigeable Graf Zeppelin en mission d'espionnage pour fouiller les ondes britanniques à la recherche de transmissions radar. Alors que le vaste dirigeable survolait la côte Est, les opérateurs radars britanniques ont vu apparaître sur leurs écrans le plus grand écho qu'ils aient jamais vu, mais les scientifiques allemands à bord étaient inconscients de la commotion en dessous et ont conclu que le radar en Grande-Bretagne était en fait primitif et inefficace. Alors que le dirigeable revenait vers la patrie, le radar n'était pas la seule chose que le renseignement allemand avait échoué à détecter. Au cœur de la campagne du Buckinghamshire, à Bletchley Park, des cryptographes y travaillaient jour et nuit pour déchiffrer les messages envoyés par les machines Enigma allemandes. Les nazis transmettaient leurs informations les plus secrètes et tactiques, codées par Enigma, et le projet Ultra était dédié au déchiffrement des messages. Finalement, l'ultra-intelligence est devenue si réussie que les Britanniques ont dû rationner son utilisation pour éviter de saper la confiance des nazis dans leur machine Enigma. Les Allemands ne découvriront l'étendue à laquelle les cryptographes polonais et britanniques avaient brisé les codes Enigma qu'après la guerre. Mais pendant que l'ultra-intelligence aidait la bataille sur le front intérieur, plus loin, il y avait des menaces auxquelles Ultra ne pouvait pas être d'une quelconque aide. Avec les restes de l'empire de la reine Victoria, les Britanniques avaient encore des colonies dans tous les coins du globe, ayant autrefois été le plus grand empire formel que le monde ait jamais connu, avec son pouvoir et son influence s'étendant loin et large. Alors que l'Axe resserrait son étau, les avant-postes de l'Empire, de l'Extrême-Orient, au désert de l'Afrique du Nord, ainsi que le territoire en Méditerranée, étaient tous menacés. En conséquence, la Grande-Bretagne avait beaucoup plus que le front intérieur à craindre. De l'autre côté du globe, le Japon attendait depuis longtemps l'occasion de créer un empire, à l'échelle des grands dominions britanniques et français. Jusqu'à présent, l'attention de Tokyo s'était portée sur la Chine, et depuis 1937, les armées japonaises s'enfoncèrent de plus en plus profondément sur son territoire, s'emparant de terres et de villes, terrorisant la population civile. Alors que les Chinois continuaient à contrer les attaques et que les récits d'atrocités se multipliaient, il y avait de plus en plus de sympathie pour la situation de la Chine à l'étranger et la Grande-Bretagne et les États-Unis faisaient tout leur possible pour envoyer de l'aide et des fournitures pour l'effort de guerre. Néanmoins,
La bataille entre la Chine et le Japon était prolongée et brutale et en 1940, elle ne montrait toujours aucun signe de fin. À présent, les Japonais avaient saisi du territoire sur la côte sud de la Chine, coupant la capitale provisoire Chongqing de la mer, et il devenait de plus en plus difficile pour l'aide d'arriver. Il ne restait que quelques voies d'approvisionnement ténues et les généraux de Tokyo étaient impatients qu'elles soient coupées le plus tôt possible afin que la bataille pour le sud de la Chine puisse être rapidement gagnée. L'une de ces routes était la route de Birmanie qui allait de Lashio, dans le nord de la Birmanie contrôlée par les Britanniques, à la ville chinoise de Kunming. Et le Japon exigeait que Churchill la ferme immédiatement. La Grande-Bretagne se trouvait dans une position difficile et vulnérable car certaines de ses colonies les plus précieuses, dont Hong Kong et Singapour, étaient en Extrême-Orient et avec la bataille d'Angleterre en plein essor, elle ne pouvait pas se permettre de consacrer des navires précieux à leur défense. Le Japon semblait certainement avoir le dessus, ayant déjà profité de la victoire des Allemands en France en mettant la pression sur l'Indochine française pour fermer leur route vers la Chine. Et il semblait que les Britanniques étaient maintenant tout aussi impuissants à protéger leurs intérêts. Le Premier ministre Winston Churchill avait une décision grave à prendre. Et pour l'instant du moins, il n'avait pas d'autres options, le forçant à accepter à contre-cœur les demandes japonaises. Le 17 juillet, la route de Birmanie a été temporairement fermée au milieu des cris de honte des politiciens à la Chambre des communes. Et pendant que ces événements se déroulaient, en Afrique, un autre belligérant se faisait sentir. Le dictateur italien et allié de l'Allemagne nazie, Benito Mussolini, était désireux d'agrandir le territoire italien et avait déjà commencé la tâche de créer un nouvel empire italien. En 1936, il avait saisi l'Abyssinie en Afrique de l'Est, aujourd'hui connue sous le nom d'Éthiopie, et avait ajouté la nation à ses colonies déjà établies de Somalie italienne, à savoir la Somalie et l'Érythrée. En Afrique du Nord, les Italiens détenèrent déjà la Libye, et Mussolini prévoyait maintenant de capturer les précieux ports de l'Égypte et du canal de Suez, afin de relier ses forces en Libye à celles de l'Afrique de l'Est italienne. La Grande-Bretagne était dans une meilleure position en Afrique qu'en Extrême-Orient, cependant, et était déjà une longueur d'avance. Lorsque Mussolini a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne après l'évacuation de Dunkerque, 30 000 soldats alliés ont fait irruption en Libye le 14 juin, signalant le début de la campagne d'Afrique du Nord. Après avoir capturé le fort Capuzzo le 16 juin et remporté la première bataille de chars dans le désert occidental à la bataille de Jirba, il semblait que pour l'instant, l'Égypte et le canal de Suez étaient en sécurité entre les mains des Alliés. Pendant ce temps, en Afrique de l'Est, les Italiens connaissaient un succès plutôt plus grand et après quelques incursions mineures sur le territoire britannique au Soudan et au Kenya, en août 1940, les Italiens et leurs alliés allemands ont attaqué la Somalie britannique. En réponse, la garnison britannique a été évacuée par mer vers Aden, un protectorat français, et Mussolini a pu célébrer sa première victoire sur la Grande-Bretagne et l'Empire. Alors que la Luftwaffe continuait son bombardement de la Grande-Bretagne, Adolf Hitler avait également un œil sur les colonies britanniques. L'île de Gibraltar était sous le contrôle britannique depuis le XVIIIe siècle et jouait un rôle vital à la fois dans le théâtre de l'Atlantique et de la Méditerranée, contrôlant pratiquement tout le trafic naval entrant et sortant de la mer Méditerranée depuis l'océan Atlantique.
Tout en poursuivant les préparatifs pour l'opération Sea Lion, Hitler a commencé à planifier la saisie de la colonie britannique, ce qui fermerait la Méditerranée aux navires britanniques, laissant aux navires marchands une route longue et périlleuse le long d'une autoroute de l'Atlantique infestée de sous-marins. L'opération a été baptisée Opération Félix, et si elle réussissait, elle mettrait une pression supplémentaire sur la Grande-Bretagne alors qu'elle luttait pour repousser les attaques de la Luftwaffe. Hitler avait cependant un obstacle à surmonter. L'attaque devrait être lancée depuis l'Espagne, et pour cela, il devrait gagner l'allégeance du dictateur espagnol, le général Franco. Franco était encore prudemment au bord du conflit européen et n'était pas aussi désireux que le dictateur italien Mussolini de faire une alliance avec le Führer nazi. En échange de son aide, Franco a dit à Hitler qu'il voulait Gibraltar, le Maroc français, une partie de l'Algérie dont Oran, ainsi que du pétrole et une compensation intégrale pour le coût d'un blocus britannique. Que ce soit par dessein ou non, les demandes de Franco étaient au-delà de ce que Hitler était prêt à payer et tout au long de la guerre, il continuerait à contrecarrer les plans du leader nazi. Au moment où les négociations avec l'Espagne ont été conclues, Hitler dira célèbrement au dictateur italien Mussolini qu'il préférerait se faire arracher 3 ou 4 dents plutôt que de reparler à Franco. Incapable d'utiliser Gibraltar pour créer son blocus et toujours incapable de mettre fin rapidement à la bataille d'Angleterre alors que de plus en plus d'avions de la Luftwaffe étaient abattus, Hitler a maintenant décidé d'intensifier l'attaque. Il était temps de rassembler toutes les forces qu'il pouvait mobiliser pour anéantir la RAF et les défenses aériennes de la nation pour briser l'esprit britannique une fois pour toutes. Le 1er août 1940, Hitler ordonna au ministre allemand de l'aviation, Hermann Göring, de mobiliser toute la puissance de la Luftwaffe pour vaincre la RAF dans les plus brefs délais afin que les préparatifs de l'opération Sea Lion puissent être achevés. La date de l'invasion a été fixée au 15 septembre, mais avant cela, la RAF devait être vaincue. Alors que la bataille commençait, 1485 sorties d'avions ont été effectuées contre les ports et les aérodromes du sud de l'Angleterre, et bien que le Fighter Command britannique ait donné tout ce qu'il avait, les pertes dans les cieux et les dommages causés aux aérodromes au sol ont amené la RAF au bord de la défaite. N'ayant d'autre choix que de voler de jour comme de nuit, les pilotes britanniques étaient épuisés et alors que les bombes continuèrent de tomber, une victoire nazie semblait imminente. Le 16 août, alors que la bataille faisait rage, Winston Churchill visita la salle des opérations du groupe numéro 11 et fut profondément ému par la valeur des jeunes hommes qui se battaient dans les cieux. Il était tellement submergé par l'émotion qu'il pouvait à peine parler, mais les mots qu'il prononça deviendraient la base de son discours à la Chambre des communes 4 jours plus tard, lorsqu'il loua la bravoure de la RAF. La gratitude de chaque foyer de notre île, de notre empire, et en effet du monde entier, sauf dans les demeures des coupables, va aux aviateurs britanniques qui, indomptés par les chances, infatigables dans leurs défis constants et leurs dangers mortels, sont en train de renverser le cours de la guerre mondiale par leur prouesse et par leur dévouement. Jamais dans le champ de conflits humains autant n'a été dû partant à si peu. Et pourtant, les batailles dans les cieux se poursuivaient alors que la Luftwaffe s'aventurait plus loin à l'intérieur des terres pour détruire les bases de la RAF et les cibles industrielles où les avions et autres fournitures vitales étaient produits.
De nombreux grands aérodromes ont été gravement endommagés et ceux qui travaillaient dans les usines étaient désormais en grand danger. Mais les gens étaient déterminés à faire leur part pour la défense de la nation et travaillaient avec acharnement tout au long des attaques pour que l'effort de guerre ne faiblisse jamais. Pendant ce temps, de plus en plus de pilotes polonais rejoignaient la RAF pour aider à la lutte contre les nazis. Le 303e escadron abattrait célèbrement plus d'avions ennemis que tout autre escadron pendant la bataille d'Angleterre. Mais malgré la résilience des hommes qui se battaient dans les cieux et l'effort immense de tous ceux qui travaillaient jour et nuit pour les soutenir, les marges commençaient à se réduire et le Fighter Command commençait à avoir du mal. La Luftwaffe est dangereusement proche de détruire la défense aérienne de la Grande-Bretagne, mais soudain il y a un changement dans le plan de bataille de Hitler. Hitler avait clairement indiqué que la population civile de la Grande-Bretagne ne devait pas être ciblée sans son autorisation expresse. Mais lorsque le 24 août, un équipage de bombardiers allemands a accidentellement largué ses bombes sur Londres, les conséquences ont changé le cours de l'histoire. La riposte de Churchill a été rapide et le lendemain même, des bombardiers britanniques ont été chargés et envoyés en Allemagne pour se venger sur Berlin. Malgré les faibles dégâts infligés à Berlin lors des raids aériens, l'effet psychologique sur le peuple allemand a été dramatique. Hermann Göring avait donné l'assurance que les villes de la patrie ne seraient pas et ne pourraient pas être bombardées. Mais c'était une promesse qu'il ne pouvait manifestement pas tenir. Hitler était furieux, et il semblait qu'il laissait la colère colorer sa stratégie militaire. Le Führer était déterminé à venger l'attaque contre l'Allemagne et à ordonner que le bombardement soit désormais concentré avec effet immédiat sur les villes britanniques plutôt que sur le Fighter Command et ses aérodromes. À l'insu de Hitler, il avait donné à la RAF le répit dont elle avait désespérément besoin. Mais alors que le Blitz commençait, c'était le peuple britannique qui se retrouvait sous attaque. Le 7 septembre 1940, en fin d'après-midi, des sirènes ont commencé à hurler à travers la capitale britannique alors que des avions ennemis étaient à repérer en vol vers Londres. Alors que l'alerte retentissait, les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri, se hâtant vers les sous-sols des bâtiments ou étant guidés vers les abris anti-aériens les plus proches. Puis, alors que les rues et les bâtiments tombèrent dans le silence, une couverture de bombardiers, large de 2 miles, a été vue volant vers la Tamise et le carnage a commencé. 348 bombardiers allemands escortés par 617 chasseurs ont envahi la ville et en quelques instants, les bombes ont commencé à hurler dans l'air, brisant le calme. Les pilotes de la RAF qui ont volé pour défendre la capitale ont été submergés alors que, selon les mots d'un chef d'escadron, le ciel est devenu un chaudron bouillonnant d'avions. Londres a été plongé dans un chaos total. Mais alors que les explosions continuaient, le cabinet de guerre de Churchill avait des préoccupations encore plus graves. Des vols de reconnaissance au-dessus des ports de la Manche, du Havre à Calais, avaient montré une accumulation substantielle de barges la même semaine, et avec la Lune favorisant un atterrissage cette nuit-là, il semblait de plus en plus probable que l'invasion de la Grande-Bretagne allait avoir lieu. Alors que le Blitz commençait, la décision a été prise d'émettre le mot de code Cromwell à l'échelle nationale, ce qui signifiait que l'invasion était imminente. Les divisions côtières avancées ont été mises en alerte dans tout le pays, et les sites d'artillerie côtière ont été occupés,
alors que ceux qui étaient de chargés de la défense du royaume revêtaient des casques d'acier et attendaient la première vue de l'ennemi. Les unités de la garde nationale ont occupé leur blockhouse, mais la panique a commencé à s'installer. Et certains ont commencé à sonner les cloches des églises, croyant que les nazis avaient déjà débarqué. Alors que le son des cloches, silencieuses depuis le début de la bataille de Grande-Bretagne, commençait à résonner à travers le pays, la menace nazie semblait soudainement très réelle et véritablement terrifiante. De retour à Londres, à 18h, la première vague de bombardiers ayant infligé leur coup mortel est partie. Mais 2 heures plus tard, alors que les pompiers luttaient contre les incendies qui faisaient rage dans toute la ville, un deuxième groupe de 133 assaillants, guidés par les flammes de Londres en feu, a continué l'assaut toute la nuit. Les gens se terraient de sous terre alors que la terre tremblait et secouait sans aucune idée de ce qui les attendait au-dessus. La deuxième attaque a duré jusqu'à 4h30 du matin et à l'aube, lorsque les gens ont commencé à sortir de leurs abris, beaucoup ont été accueillis par des scènes de dévastation totale. Alors que la recherche de survivants parmi les décombres commençait, il a été rapidement révélé que plus de 400 personnes avaient été tuées et plus de 3 fois ce nombre avait été blessé. Cependant, malgré les tragédies humaines pour les habitants de Londres, à la grande soulagement de ceux qui surveillaient la côte, il n'y avait toujours aucun signe des barges nazies et il était clair que pour le moment du moins, l'opération Sea Lion n'avait pas encore été lancée. Puis, dans le vrai style britannique, alors que la poussière commençait à retomber, le rôti du dimanche était cuit. Que ce soit à la maison ou dans le four d'un voisin, le thé était infusé et le moral ne fléchissait pas. Pendant ce temps, une émission de radio classique de Churchill louait l'esprit de combat des Londoniens alors qu'ils survivaient aux premiers jours et nuits terribles du Blitz, annonçant que les tactiques d'intimidation de Hitler ne briseraient jamais la détermination britannique. Pendant les 57 jours suivants consécutivement, Londres a été bombardée soit pendant la journée, soit pendant la nuit, et les incendies ont fait rage sans relâche. L'Allemagne a commencé à cibler de nombreuses autres villes, de Coventry et Cardiff à Belfast et Birmingham avec des attaques dévastatrices. En quelques semaines, les sorties de bombardements quotidiennes sont devenues des raids nocturnes alors qu'Hitler tentait d'affaiblir l'esprit des Britanniques en les privant de leur sommeil. Mais alors que l'assaut se poursuivait, les Britanniques ripostaient de toutes les manières possibles. Le gouvernement a essayé de dérouter les bombardiers allemands en imposant un blackout. Les lampadaires étaient éteints, les phares des voitures devaient être couverts et les gardiens de raids aériens veillaient à ce que tout le monde éteigne ses lumières ou les cache derrière des rideaux de blackout. Des abris ont été construits dans les jardins. Et à mesure que les bombardements s'intensifiaient, les gens ont commencé à se rassembler dans les stations de métro pour dormir. Alors que la guerre se poursuivait, des communautés entières ont commencé à développer un sens extraordinairement fort d'unité. Les magasins ouvraient encore malgré le fait qu'ils étaient entourés par les décombres des bâtiments voisins et ceux qui avaient la chance de trouver leur maison encore debout se sont mobilisés pour aider ceux qui n'avaient pas été aussi chanceux. La façon dont les Britanniques ont fait face à l'assaut était admirable, et malgré leur sommeil perturbé à Londres, les gens continuaient à se lever et à aller travailler dans les usines, déterminés à fournir au commandant de la RAF, Sir Hugh Dowding, les avions et les munitions dont ses pilotes de chasse avaient désespérément besoin. Les gens de tous les horizons se sont unis dans la lutte contre Hitler.
Malgré les craintes pour leur sécurité, le roi et la reine étaient déterminés à rester à Buckingham Palace, montrant leur solidarité avec le peuple britannique. Ils ont même voyagé à travers le pays pour stimuler le moral et consoler ceux qui avaient perdu des maisons et des êtres chers. Buckingham Palace a subi pas moins de 9 impacts directs pendant la guerre, mais une fois que le palais a été bombardé, la reine a dit qu'elle pouvait enfin regarder les gens de l'East End dans les yeux. Et plutôt que de briser le moral de la nation, l'attaque directe contre la monarchie a eu tout l'effet contraire. Les Britanniques étaient encouragés par le fait que leur famille royale partageait leurs souffrances et le royaume était uni. Alors que la bataille de Grande-Bretagne et le Blitz se poursuivaient, en Allemagne, la controverse avait grandi autour de l'invasion prévue du Royaume-Uni et de l'opération Céalion, l'armée et la marine ne parvenant pas à se mettre d'accord sur une procédure de débarquement. La foi d'Hitler dans le plan semblait vaciller et la date de l'invasion a été reportée du 15 septembre à plus tard dans le mois. Même ainsi, le 15 septembre, Göring a lancé sa dernière offensive majeure pour détruire le commandement des chasseurs de la RAF. Cependant, avec l'aide de l'Ultra-Intelligence, la RAF a été prévenue de l'attaque et au final, la Luftwaffe a perdu 60 avions contre 28 pour la RAF. Ce devait être le dernier engagement de la bataille de Grande-Bretagne. Après cette défaite, l'opération Célion a été annulée et avec la détérioration des conditions maritimes à l'approche de l'hiver, il faudrait attendre le printemps avant qu'elle ne puisse même être envisagée à nouveau. La bataille de Grande-Bretagne était terminée, mais Hitler continuerait ses efforts pour bombarder la nation jusqu'à la soumission. Pendant le Blitz, quelques 2 millions de maisons seraient détruites avec 60 000 civils tués et beaucoup d'autres blessés. Ailleurs dans le monde, la menace du fascisme et de la tyrannie se propageait à un rythme alarmant. Le 13 septembre, Mussolini avait relancé ses plans d'invasion en Afrique du Nord et ordonné à la 10e armée italienne d'avancer sur l'Égypte. En 2 semaines, de l'autre côté du globe, les Japonais avaient envahi l'Indochine française et étaient prêts à conclure une alliance formelle avec l'Allemagne nazie. Le 27 septembre 1940, les puissances de l'Axe se sont unies à Berlin lorsque le Japon a signé le pacte tripartite, rejoignant l'Allemagne et l'Italie dans la lutte contre les forces alliées. Hitler, qui prévoyait déjà de renier son pacte de non-agression avec l'Union soviétique, n'avait pas invité Staline. La Russie était destinée à devenir une autre cible dans la conquête d'Hitler pour la domination mondiale, mais pour le moment, vaincre les Britanniques restait son principal objectif. La guerre en Europe prenait des proportions mondiales, mais la lutte de la Grande-Bretagne pour repousser les attaques nazies avait été admirée à travers le monde, et alors que les mots de Winston Churchill « Nous ne nous rendrons jamais » résonnaient à travers le globe, il fournirait une inspiration non seulement pour le peuple de Grande-Bretagne, mais aussi pour chaque nation occupée, terrorisée par le régime nazi. Cependant, les Britanniques n'auraient pas à rester seuls beaucoup plus longtemps, car les conséquences du pacte tripartite d'Hitler amèneraient directement les Américains dans le conflit, faisant enfin des alliés une véritable force avec laquelle il faut compter.